Voilà, ça c'est fait. Ça je vais masquer. Voilà, bah écoute, on va reprendre du coup. Alors, on s'est arrêté donc dans le TP numéro 20 à la partie B. Donc on avait vu la dernière fois comment est-ce qu'on pouvait faire pour tracer une caractéristique, et en particulier la caractéristique d'un conducteur ohmique ou d'une résistance, et on a même fait une programmation là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à déterminer ce qu'on va appeler le point de fonctionnement d'un circuit électrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire le point de fonctionnement? On va voir. C'est en fait, prévoir la tension et l'intensité qu'il faudrait utiliser pour faire fonctionner par exemple correctement une DEL, une lampe, pour qu'elle éclaire le mieux possible. Alors comment faire pour prévoir quelle tension et quelle intensité il faudra? Donc voilà un petit peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et surtout, pourquoi c'est important de prévoir ça? Parce que si vous ne prévoyez pas, vous pouvez par exemple mettre une surtension à une lampe et du coup la détériorer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir prévoir la tension idéale ou l'intensité idéale qu'il faudra pour un dipôle. Donc voilà un petit peu ce qu'on va montrer aujourd'hui. Alors voilà, le schéma de la manip, c'est un schéma tout simple. C'est un schéma avec une pile ou un générateur. Là on a une résistance et une petite DEL. Tout le monde sait ce que c'est qu'une DEL? Non. Ah non. Alors une petite DEL, c'est peut-être que vous en avez c'est des on appelle ça des diodes électroluminescentes. Et c'est quoi des diodes électroluminescentes? C'est des petits, peut-être que vous en avez, des fois, moi j'en ai un par exemple sur mon ordinateur qui clignote, ça fait une petite LED rouge. Ah oui. Vous voyez, peut-être que vous en avez sur vos ordinateurs. Vous en avez peut-être à d'autres endroits aussi. Hein. C'est des tout petits composants lumineux. C'est des petits points lumineux qui peuvent clignoter par exemple. Voilà, donc c'est ça une LED. Et donc pour protéger on dit alors LED en anglais et en français on dit DEL parce qu'on dit diode électroluminescente. Et généralement une LED ou une DEL, c'est toujours protégé avec une résistance parce que c'est très fragile. Donc on va protéger par une résistance justement pour réduire le courant en fait. Voilà. Donc voilà, notre circuit il est tout simple, hein, c'est une pile, un générateur en série avec une lampe. Voilà. Et donc on va utiliser un ampèremètre, un voltmètre, et on vous dit que l'intensité maximale admissible pour la DEL, c'est 30 mA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser 30 mA, parce que sinon vous allez griller la DEL. Donc vous voyez que c'est pour ça que c'est important de pouvoir prévoir quel courant ou quelle tension il faudra à la DEL pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Donc voilà un petit peu le but du TP d'aujourd'hui. Donc, alors on va commencer donc par parler du protocole qu'il va falloir faire pour tracer la caractéristique d'une DEL protégée. Alors à votre avis, quel va être le montage qu'on va faire pour pouvoir tracer cette caractéristique en se servant bien sûr de ce montage? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ou qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? On a dit qu'on voulait tracer la caractéristique de la DEL. Il faut faire un tableau comme on avait fait la dernière fois. Enfin, pas un tableau, mais. Oui, on pourrait faire un tableau. Une courbe. Alors, on pourrait coder si on veut aussi, mais avant de coder, il faut faire un tableau de mesure. Et ce tableau de mesure, on va le faire avec quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ces mesures? On a besoin de quoi? De la tension et de l'intensité. Alors, c'est quels appareils qui vont nous permettre de faire ça? L'ampèremètre et le voltmètre. Voilà, très bien. Ils sont marqués ici. Donc, il faut les placer. Il faut les placer dans le circuit pour qu'on puisse faire nos mesures, justement. Alors, où est-ce qu'on va les placer? Où est-ce qu'on met l'ampèremètre? Si on veut mesurer l'intensité et la tension en bande de la DEL, bien sûr. Où est-ce qu'on va mettre l'ampèremètre? Où est-ce qu'on va mettre le voltmètre? À quel endroit? L'ampèremètre, on va le mettre en série.
Voilà, donc on peut le mettre soit ici par exemple, soit ici si on veut. Il faut qu'il soit dans la boucle. Donc l'ampèremètre, on va le mettre en série, donc ici par exemple. Oui. Et le voltmètre En dérivation. aux bornes de l'ADEL. Voilà, donc l'ADEL elle est protégée, donc ça sera aux bornes de tout ça qu'on va mettre le voltmètre. Ben voilà, très bien. Alors pour visualiser ce circuit, donc je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. Donc il y a qui? Il y a Elfie, donc je vais noter les absents. Donc bonjour Elfie. Voilà. Ensuite, bonjour Canel. Ok. Et voilà. Voilà. Alors du coup, pour montrer la caractéristique de l'ADEL, voilà, je vous ai trouvé ça sur Internet. Donc voilà mon circuit. Vous voyez, vous avez la résistance, l'ADEL, enfin c'est une diode en fait, c'est une diode électroluminescente, le générateur, l'ampèremètre en série et le voltmètre. Voilà ce qu'on m'avait dit. Si vous voulez, je peux faire ça. Je vais... voilà, je vous sélectionne le montage qu'il faut réaliser. Je vous le mets sur Discord. Voilà, là vous avez le montage qu'on va réaliser, enfin on est censé réaliser. Alors pour montrer le montage, moi j'ai trouvé cette petite vidéo qui va expliquer comment est-ce qu'on va faire la caractéristique. Nous allons déterminer la caractéristique de la diode réelle que nous allons utiliser dans la suite de notre TP. Donc pour cela, nous allons brancher la diode aux bornes d'une alimentation en série avec une résistance de 100 ohms et procéder au relevé de la tension et du courant. Donc nous effectuons le branchement de l'alimentation à l'ampèremètre qui est en série dans le montage. L'ampèremètre est ensuite relié à la diode à la résistance et la résistance à la borne négative de la tension continue, de l'alimentation continue. Reste le branchement du voltmètre aux bornes de la diode. Avant la mise en tension, veillez bien à ce que les appareils soient bien réglés sur le zéro et que vous utilisez des calibres suffisamment grands. Cette vérification faite, on peut procéder le fait d'avoir un signe moins et signe d'inversion dans mon branchement demi-fil. Nous allons maintenant regarder ce qui se passe aux bornes de la diode lorsque nous augmentons l'alimentation du générateur. Donc, nous avons tout à zéro, aucun courant, aucune tension. La diode est donc dans son état bloqué. Nous augmentons progressivement la tension. Zéro. Et en valeur négative, donc, lorsque la tension de seuil, nous arrivons à la tension de seuil, nous voyons le courant passer à travers la diode devient donc passante, et lorsque la tension de seuil est dépassée, nous avons une augmentation rapide du courant à travers la diode.
Voilà. Donc voilà un petit peu l'expérience en fait que vous auriez pu faire. Donc là en même temps c'est pas mal ce que ça vous montre. La dernière image, un ampèremètre que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Je sais pas si vous en avez déjà vu des ampèremètres comme ça. Non, je pense pas. Peut-être au collège, je sais pas. On appelle ça, c'est les ampèremètres qu'on utilisait avant, qu'on appelle des ampèremètres à aiguille. C'est-à-dire en fait l'aiguille passe devant une graduation. Et c'est gradué en ampères. Maintenant, on utilise toujours des ampèremètres numériques. Voilà, donc ça, c'était les anciens appareils qu'on utilisait. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça en plus en vidéo. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour montrer en fait la caractéristique. Donc, vous avez vu que la caractéristique d'une diode, au début, lorsque la tension augmente, il n'y a pas de courant. Donc, vous voyez que lorsque la tension augmente, il n'y a pas de courant au début. Et après, au bout d'une certaine tension, et ben le courant il augmente. Donc vous voyez, ça fait une sorte de droite et après ça monte. Donc voilà ce qu'on aurait comme forme de caractéristique en fait. Donc voilà un petit peu comment on pourrait faire la caractéristique d'une DEL. Donc voilà la caractéristique d'une DEL, du coup ça ferait une droite qui serait toujours égale à 0 au début jusqu'à une tension seuil et après ça augmente. Voilà. Et alors maintenant, on va vous demander de tracer sur le même graphique la caractéristique d'une pile. Alors, comment faire pour tracer la caractéristique d'une pile? Alors, je vous remonte le montage. La pile ou le générateur, il est ici. Donc, à votre avis, si on veut tracer maintenant la caractéristique non plus de la diode, mais de la pile ou du générateur, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire en fait comme changement? Le voltmètre, oui. Le mettre sur le générateur. Et ben voilà, parce que le courant c'est le même. Donc l'ampèremètre on peut le laisser, puisque le courant c'est le courant de la boucle. Donc on n'a pas besoin de changer l'ampèremètre, le courant on l'a déjà. Vous voyez les valeurs de I, en fait on aurait pu prendre les mêmes valeurs de I qui sont marquées dans ce tableau, on aurait pu les prendre exactement pour la DEL, c'est les mêmes valeurs. Ce qui va changer c'est la tension. C'est la tension non plus aux bandes de la DEL, mais la tension aux bandes du générateur qu'on va utiliser. Donc voilà, maintenant ce qui va se passer c'est ça. Donc pour ça, je voulais vous montrer d'abord ça avant. Voilà. Je vous montrerai après. Voilà. Donc, comment faire pour tracer la caractéristique d'une pile? Voilà, donc je vous montrerai une petite vidéo qui va illustrer un petit peu. Bonjour, je vous propose ici de tracer la courbe caractéristique d'une pile. Si on utilise au labo une source de tension continue stabilisée, comme cette alimentation ici, pour peu que l'on ait choisi avant 4,5, eh bien on aura toujours 4,5 et l'équation de cette courbe caractéristique, ce sera U égale U0. C'est simple, mais est-ce que c'est aussi simple pour une pile? Nous allons voir ça ensemble. Voilà ici le montage que je vous propose. Il s'agit de mesurer en même temps la tension de la pile et le courant qui va y entrer, qui va traverser le circuit que je peux modifier en agissant ici sur ce qu'on appelle un rhéostat, c'est-à-dire une résistance variable. En fait, Ça, c'est une résistance de protection de 17 ohms. Pour l'instant, l'interrupteur est ouvert. Et donc, ce que je mesure ici, c'est ce que l'on appelle la tension à vide, 463 volts. C'est la tension lorsque la pile ne fournit aucun courant. Si je décide donc de fermer l'interrupteur, eh bien, je vais avoir quelques milliampères. Si le rhéostat donne toute sa résistance ici, j'ai déjà placé le premier point. Ici, à vide, voilà donc U0 qui est là. Je vous fais remarquer une petite espièglerie, une petite taquinerie que je me suis autorisé. Ici, je vais écrire dans le tableau I en milliampères, car mon calibre ici, 200 M, ce sont des milliampères. L'écran affichera des milliampères, mais sur la courbe, je vais placer des ampères pour avoir U en volts et I en ampères, qui sont les unités standards du système international. Alors je vais aller doucement ici pour diminuer la résistance de mon rhéostat, ce qui a pour effet de laisser passer plus de courant, mais je vous invite à regarder en même temps le voltmètre, l'ampèremètre et le voltmètre.
les points se placent seuls, les valeurs se placent seules dans le tableau et les points se dessinent seuls sur la courbe et je vais complètement à gauche pour le velocita, c'est-à-dire au point le plus faible où sa résistance vaut ici quand même un petit peu 5 ohms, ça n'est jamais vraiment complètement nul. Alors la courbe ici c'est une droite, je trace la droite moyenne, c'est ce qu'on appelle donc la caractéristique de la pile. Je vous invite à regarder ici l'équation de cette courbe caractéristique, c'est U0, c'est la valeur de U quand I est nul, donc c'est bien U0, c'est cohérent, et je le note ici, U0. Pour ce qui est du coefficient directeur, vous voyez qu'on a affaire à une courbe descendante, donc il est négatif. Le coefficient directeur est positif lorsque la droite est ascendante. Vous avez déjà vu ça. Le coefficient directeur, c'est delta U sur delta I. Je vous rappelle que delta, c'est final moins initial, et c'est que ce que vous faites en haut et en bas soit cohérent. Hein. C'est-à-dire, si vous faites 4,37 moins 4,59, c'est que vous avez choisi ces deux points là, donc vous allez bien avoir quelque chose de négatif ici, et vous prenez les intensités qui correspondent. Alors ici je les ai mises en ampères, je vous ai prévenu tout à l'heure, ce qui me donne une valeur dans le système international qui est homogène. À quoi? Si on divise une tension par une intensité, on connaît U égale RI, donc R égale U sur I. Cette grandeur-là, qui est le coefficient directeur, est homogène à une résistance. Cette résistance ici, on va l'appeler la résistance interne de la pile. R égale 1,60 ohms. Je vais noter quelque part ici, R, résistance interne de la source. Ohm. Je vais noter quelque part. Donc je vais arrêter là pour la vidéo. Je vais juste remettre l'image précédente. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions sur la caractéristique d'une pile? Est-ce que tout le monde a compris? Oui, moi j'ai pas compris pourquoi la droite, enfin la courbe était descendante. Ah, alors en fait, quand c'est une pile ou un générateur, alors on a vu qu'un générateur c'est toujours constant. Vous vous rappelez au début de la vidéo, si vous prenez un générateur 6 volts, bah, votre générateur délivrera toujours 6 volts. Donc c'est une droite horizontale. D'accord? Donc ça chute pas la tension. Par contre, quand on prend une pile, eh ben on voit que la tension elle diminue. Mais elle diminue progressivement. Hein. Vous voyez, vous êtes passé de 4,62 on peut dire, et vous êtes descendu jusqu'à 4,3. Donc c'est une légère chute quand même. Hein. Alors pourquoi ça chute? Eh ben, tout d'abord, à cause de ça. Au début, vous avez ce que le monsieur a appelé la tension à vide. C'est-à-dire, c'est comme si l'interrupteur était ouvert, et donc la pile, on va dire qu'elle ne débite pas. Et donc la pile, ben, c'est une pile de 4 volts, à peu près 4 volts 5 ici, donc 4,60 et quelques. Donc la tension sera maximale. Maintenant, lorsque vous fermez l'interrupteur, donc il y a une résistance, il y a un circuit. Donc maintenant la pile, on dit que la pile elle va débiter dans le circuit. Et comme elle va débiter, eh ben elle va perdre légèrement en tension. Et c'est pour ça que ça va baisser au cours de si l'intensité augmente. Vous voyez? Donc c'est logique que pour une pile, la courbe soit décroissante, alors qu'on a vu que pour une résistance la semaine dernière, la courbe était croissante. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi, on aurait pu le faire aussi si vous voulez, mais c'est faire la programmation Python avec une pile. Ça marche exactement comme pour une résistance. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait pris les valeurs de U, les valeurs de I, on les avait marquées dans les tableaux de données de Python. Ben là, il suffirait de faire pareil, en fait, reprendre le tableau de valeurs. Refaire le graphique comme je vous ai expliqué, avec le quadrillage, avec les axes, tout ça. Donc vous voyez, on pourrait très bien refaire le programme Python avec cette caractéristique. Et après, avec Python, on peut très bien, vous voyez, cette courbe noire là, la modéliser, comme on avait fait la semaine dernière. Il fallait vous rappeler, la semaine dernière, on avait parlé de la fonction, c'était Linear Regress, et on avait parlé d'ordonnée à l'origine. Vous vous rappelez de ça, l'ordonnée à l'origine, et le coefficient directeur. On les avait modélisés.
Alors, vous vous rappelez ce que c'est l'ordonnée à l'origine? Ce serait quel point ici l'ordonnée à l'origine? Sur le graphique ici. Vous avez fait ça en maths, les fonctions affines? Efficace au centre. Oui, voilà. C'est lorsque i égale 0, et regardez le graphique, la formule plutôt. Si i égale 0, ça fait 0, et il reste u égale u0. u0, c'est la valeur qui est là, c'est ça l'ordonnée à l'origine. Donc en fait, avec Python, il suffit de dire que l'ordonnée à l'origine, c'est cette valeur, ça vous mettra cette valeur-là. Et ensuite, pareil, avec Python, on peut très bien trouver ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle le petit r, là c'est la résistance interne du générateur. Et cette résistance, ça correspond à la baisse de la courbe. En fait, la pente, on vous a tracé tout à l'heure le coefficient directeur, on l'a calculé. C'est cette variation sur cette variation. Et c'est comme ça qu'on trouve le coefficient directeur. Donc voilà, donc on en déduit qu'une pile, ça a une caractéristique décroissante. Décroissante parce que à cause de cette résistance ici, c'est comme si dans une pile vous aviez une petite résistance qu'on appellera une résistance interne, qui va justement, lorsque le courant va augmenter ici, si le courant augmente, à cause de cette petite résistance, ça va faire baisser la tension. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Alors maintenant, entre la semaine dernière et cette semaine, vous avez vu qu'on a pu tracer plusieurs caractéristiques. Des caractéristiques de résistance, des caractéristiques de pile, des caractéristiques de DEL. Alors justement, j'ai une autre petite animation que je vous ai mis, donc il faut que je la rafraîchisse. Voilà. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle la caractéristique de dipôle. Regardez. Si je prends une résistance, vous êtes d'accord que c'est une droite qui, lorsque la résistance diminue, lorsque la résistance est faible. Alors oui, par contre là, vous avez I en fonction de U. C'est l'inverse de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc ça veut dire que lorsque R est faible, la pente, si on regarde en vertical, elle est assez faible ici. Et si j'augmente R, vous voyez que ça varie. Donc ça fait une droite qui passe par 0. C'est bien ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est bien une fonction linéaire. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Là, ce qu'on vient de faire, voilà ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Lorsqu'on a une DEL ou une diode, vous voyez, il y a une tension qui est nulle au départ, qui est nulle jusqu'à une tension seuil, et après l'intensité, elle augmente, super vite. Donc voilà ce que je vous ai montré dans la première vidéo aujourd'hui. Vous voyez, donc ça fait une courbe un petit peu comme celle-là. Ça, c'est la tension en bande d'une diode. Vous voyez, donc chaque composant, chaque dipôle a sa propre caractéristique. Ok ? Ensuite, qu'est-ce que je vous ai montré aujourd'hui? Je vous ai montré la caractéristique d'une source de tension. Voilà. Lorsque vous avez une pile ici, et bien regardez, l'ordonnée à l'origine, ici, moi j'ai 7 volts 5, enfin 7 volts. Vous voyez, si je me remets à 4 volts 5, comme celle que j'ai pris aujourd'hui, voilà, 4 volts 5, je le retrouve ici. L'axe U, 4 volts 5, et là j'ai une pente décroissante. Cette pente, vous voyez qu'elle est due à ça. C'est la résistance interne de la pile qui fait varier le coefficient directeur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis ensuite, je termine par le dernier dipôle, c'est ce qu'on appelle une source de courant. Une source de courant, c'est pareil, ça fait un graphique décroissant aussi, c'est-à-dire que si la résistance augmente ou diminue, ça fait varier la pente. Donc voilà différentes caractéristiques de dipôle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez, donc chaque dipôle, on peut le représenter par, pour moi, ça serait sa signature. C'est comme si je vous dis, j'ai une pile, et ben j'ai forcément cette caractéristique-là. J'ai une résistance, j'ai forcément cette caractéristique. Ça veut dire que chaque caractéristique va désigner un dipôle. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà. Donc maintenant, il me reste à parler du dernier point. Je reviens sur le TP. Donc voilà, pour l'instant, d'après le TP, on aurait fait la caractéristique de la DEL, la caractéristique de la pile, et maintenant il reste à trouver ce qu'on va appeler les coordonnées du point de fonctionnement. Donc c'est la dernière partie du TP. Alors comment faire pour trouver les coordonnées du point de fonctionnement?
Alors pour ça, pareil, comme j'ai pas de manip, je peux pas vous le montrer. Alors je vais le montrer de manière indirecte. Alors d'abord, je vous montre un petit film qui va vous expliquer ça. La caractéristique d'un dipôle est la relation liant tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse. Elle peut prendre plusieurs formes, une équation U en fonction de I ou U en fonction de U, un graphe éventuellement, où I est tracé en fonction de U, voilà un exemple, ici d'un dipôle non linéaire, sa caractéristique n'est pas une droite à l'origine, mais à cette forme-là. Chaque valeur de tension U au bas de la colonne, il y a une courant qui la traverse. Voici un second exemple, la caractéristique d'un conducteur ohmique. Nous avons la valeur du courant I traversant le conducteur ohmique est reliée à la tension U à ses bornes par la relation suivante. I égale U sur R, R étant la résistance du conducteur ohmique. Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique par exemple, il suffit d'un générateur de tension réglable et d'un voltmètre que l'on branche aux bornes du conducteur ohmique, ainsi que d'un ampèremètre qui mesure le courant traversant ce conducteur ohmique. Pour, par exemple, une tension nulle aux bornes du conducteur ohmique, le courant qui traverse le conducteur ohmique vaut 0,3 ampères. Lorsque la tension aux bornes du conducteur ohmique vaut 1 volt, eh bien, 100 microampères traversent le conducteur ohmique, etc., etc. On relève pour chaque valeur de tension de borne qui roule le courant qui le traverse. Et on trace ensuite la caractéristique I en fonction de U ou U en fonction de I. Soit un circuit constitué d'un dipôle actif, le générateur, et d'un dipôle passif, le récepteur. On cherche à trouver l'intensité du courant qui traverse le circuit, ainsi que la tension aux bornes des deux dipôles. Le point de fonctionnement P du circuit a pour coordonner la valeur de l'intensité du courant qui traverse les dipôles et la tension U à leur borne. On obtient généralement ce point de fonctionnement graphiquement ou par le calcul lorsqu'on connaît l'équation entre U et I pour chacun des deux dipôles. Généralement, donc, comment obtient-on graphiquement le point de fonctionnement? Eh bien, en superposant les deux caractéristiques sur le même schéma. Voici un exemple, un générateur de force électromotrice grand œil de résistance grand R, ici est branché en série avec cette ampoule. On cherche le point de fonctionnement du circuit, c'est-à-dire le courant I qui traverse ces deux dipôles et la tension U aux bornes de ces deux dipôles. On trace la caractéristique du générateur, on trace la caractéristique de l'ampoule, et le point d'intersection de ces deux caractéristiques correspond au point de fonctionnement du circuit. En effet, c'est exactement le même courant I qui traverse les deux dipôles et exactement la même tension U. Les deux valeurs de U et I sont U sur l'axe vertical, tension au bord de l'ampoule du générateur, et pour le courant I sur l'axe horizontal, qui est évidemment le même courant qui traverse l'ampoule et qui est fourni par le générateur. Alors, est-ce que... Voilà, je m'arrête là. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'est que le point de fonctionnement, alors? Ils ont parlé de la tension aux bornes des générateurs. Redis, j'ai pas entendu le début. Ils ont parlé de la tension aux bornes des générateurs. Eh ben, ouais, je pourrais dire autrement. Je dirais que le générateur et la lampe ou la DEL ont tous les deux la même tension et la même intensité à ce point-là, au point de fonctionnement. Donc au point de fonctionnement, d'après ce qu'on voit sur le graphique ici, moi je constate qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre les deux caractéristiques. Ça veut donc dire que le générateur c'est la courbe rouge, la DEL c'est la courbe noire. Donc ça veut dire qu'il n'existe qu'un seul courant
ici, et qu'une seule tension ici, aux bornes, qui sera commune aux bornes du générateur et de la lampe. Et vous voyez que, en fait, ça, on peut le prévoir. On peut le prévoir si on connaît les caractéristiques. Si on connaît les caractéristiques, on peut savoir que, par exemple, telle lampe ou tel DEL, il lui faudra à peu près, par exemple, une tension de 4 volts 6, par exemple, ici, et une intensité de 0, peut-être 90 ampères, 0,09 ampères, donc 90 milliampères, par exemple. Et donc ça, avec ça, quand on connaît le point de fonctionnement, on sait que la lampe, elle va briller le mieux possible, sans surtension. Et ça, on peut le prévoir grâce à ce point de fonctionnement. Voilà. Donc en gros, voilà ce que c'est que le point de fonctionnement. Donc pour vous en montrer d'autres, des animations que j'ai trouvées là-dessus. Donc voilà, j'ai trouvé cette animation-là aussi. Donc là, tous les liens, je vous les ai mis sur Discord. Voilà. Donc là, vous reconnaissez la tension aux bandes de la résistance R. Vous voyez, je vous la. Donc ça sera donc la résistance RCR2, pardon. Vous voyez, donc c'est cette courbe-là qui bouge. Donc là, c'est la caractéristique de la résistance. Et ça, c'est le générateur. Vous voyez le E qui bouge et la résistance interne qui fait varier la pente. Et donc, vous voyez, selon la résistance qu'on va choisir, selon la tension, la force électromotrice de la pile qu'on va choisir, en fait, ça va modifier le point de fonctionnement. Vous voyez, si je change ma pile, je la mets en 4 volts 5, vous voyez, 4 volts 5, mon point de fonctionnement, il va se trouver là au lieu de se trouver là. Si je change ma résistance, vous voyez, le point de fonctionnement, les coordonnées vont changer. Donc ça veut dire que ce point de fonctionnement, il dépend de tous ces paramètres. Donc si on change E, si on change R, si on change R2, vous changez le point d'intersection, en fait, vous voyez, les coordonnées vont changer. Donc ce point de fonctionnement, il est propre à chaque lampe, propre à chaque résistance, propre à chaque générateur. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours un point d'intersection qu'on essaye de chercher. Et c'est ce point d'intersection qui va permettre d'avoir la meilleure tension et le meilleur courant pour les composants du circuit. C'est bon pour tout le monde. Et une dernière animation que je vous ai mis aussi, c'est avec GeoGebra. Voilà, vous avez encore la même chose. Vous avez là aussi la fameuse, le trait bleu, c'est la caractéristique du générateur qui décroît très doucement. On le voit ici. Alors regardez, si on change E, je change, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Vous voyez, je suis à 6 volts. Si je change E, vous voyez, je passe ici à 4 volts 5. Je me retrouve ici à 4 volts 5. Vous voyez que la courbe est descendue. Parce que là, j'ai modifié E. Et vous voyez que, regardez maintenant ce que je fais. Si j'augmente la résistance interne de la pile, vous voyez, je vais l'augmenter. Qu'est-ce qui se passe si je l'augmente? Ça fait décroître encore plus la courbe. Et si, regardez, si je réduis la résistance interne, si je prends une résistance nulle, oui, et ça reste même constant. Parce que quand il n'y a plus de résistance, c'est comme si j'avais un générateur de tension constante. Et voilà, et donc c'est ça la différence. Un générateur de tension constante, c'est comme ça, c'est horizontal. Une pile, c'est à cause de ça. Ça décroît parce que dans une pile, on sait qu'il y a ce qu'on appelle une résistance interne. Et plus cette résistance interne augmente, plus ça va décroître. C'est comme ça qu'on caractérise une pile, en fait. Voilà. Vous voyez, ma pile, elle fait 4 volts 5, par exemple ici, 0,5 ohms. Et ça fait cette caractéristique. Maintenant, la résistance, là, elle fait 4 ohms. Donc, c'est une petite résistance, vous voyez. Donc, la pente, elle est comme ça. Si maintenant, j'augmente ma résistance, regardez. Voilà, ma pente augmente. Mais par contre, vous voyez, le point d'intersection, le point de fonctionnement, lui, regardez, il va diminuer en intensité. Et si je réduis la résistance, le point de fonctionnement va avoir lieu pour une intensité plus grande. Voilà. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on peut faire pour prévoir le point de fonctionnement d'un circuit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Sur le point de fonctionnement. Je sais pas, peut-être qu'en mode... Oui. Du coup, moi, je me dis, la pile, chaque pile oui. a
un point de fonctionnement différent. Et oui. Et oui, pourquoi? Mais du coup, Parce que chaque pile, alors peut-être que chaque pile sera par exemple caractérisée par 4,5 volts. Quand tu achètes une pile, c'est marqué sur la boîte, c'est marqué 4,5 volts, les piles plates. Et ben, le 4,5 volts, c'est ça là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, on appelle ça la force électromotrice de la pile ou la tension à vide. Donc ça change pas, ça sera toujours pareil. Par contre, quand tu vas acheter une pile, ce qui va changer, c'est quoi? C'est ça, c'est sa résistance interne. Chaque pile va avoir une résistance interne différente et donc, comme on le voit ici sur le graphique, chaque pile va avoir sa propre caractéristique. mais enfin, faut le savoir, du coup, ces caractéristiques, elles sont données ou faut les trouver? Eh ben, faut les trouver, faut les mesurer comme on a fait en TP, nous. C'est-à-dire qu'il faut faire les caractéristiques de chaque dipôle séparément, comme on a fait cette semaine et la semaine dernière. Oui, avec l'ampère et le voltmètre. Voilà, juste avec un ampèremètre et un voltmètre. Et une fois qu'on a fait ça, après, on n'a plus qu'à superposer les deux courbes et on voit tout de suite le point d'intersection en fait. Voilà. Voilà à quoi ça sert le point de fonctionnement. Ça sert à prévoir la meilleure tension de fonctionnement. Et d'ailleurs, quand on achète une ampoule, sur l'ampoule, c'est soit marqué la tension, c'est même gravé sur l'ampoule, la tension d'alimentation et l'intensité, on appelle ça nominale. Et bien ça, ces valeurs-là sont indiquées parce que on a déjà fait les caractéristiques de la pile et de l'ampoule. Donc sur certains appareils, c'est déjà marqué en fait. Donc on sait à peu près quelle intensité il faut, quelle tension il faut pour que la lampe brille le mieux possible. Donc ça dépend des constituants. Sur certains, ça peut être indiqué par des constructeurs. Voilà. D'accord. Et ben voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à voir sur ce TP là. Alors, je vois qu'il y a Émilie qui m'a envoyé un message. J'ai eu du retard à votre tour. Voilà. Ok. Alors, du coup, maintenant, on va terminer la séance par réviser un petit peu, revoir à travers un cours. Pour que vous ayez une trace écrite quand même de tout ce qu'on a fait en TP, du cours avant d'attaquer les exercices sur les circuits électriques. Donc c'est le cours que je vous ai envoyé sur Discord aussi, voilà, qui vous permet de voir en fait tout ce qu'il y a à savoir sur cette partie électricité en secondes. Donc vous voyez, on va revoir tout ça en fait, loi des nœuds, ça doit vous parler maintenant avec tout ce qu'on a fait, loi des nœuds, loi des mailles, caractéristiques tension, intensité d'un dipôle, résistance, on en a parlé, et système à comportement de type ohmique et loi d'Ohm. Donc en gros, ce qu'on vous demande de savoir faire en seconde, c'est d'exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique qui comporte au plus 2 mailles. C'est-à-dire qu'en fait, on doit appliquer la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit où il y aura par exemple au minimum, au plus 2 boucles, 2 mailles. Et on va vous demander de savoir mesurer une tension et une intensité, donc savoir bien utiliser les appareils. Et puis après, la deuxième chose qu'on vient de voir, c'est exploiter la caractéristique d'un dipôle, le point de fonctionnement, savoir la modélisation par une relation U égale F de I ou I égale G de U, utiliser la loi d'Ohm et représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle. Vous voyez, donc c'est tout ce qu'on vient de faire en TP. Et donc maintenant, on va reprendre tout ça, on va réviser tout ça pour que ce soit bien clair, les idées. Je vais essayer de faire ça assez synthétique. Alors tout d'abord, description des circuits électriques. Donc on a dit qu'il y avait 2 types de circuits. Circuit série, circuit en dérivation. Circuit série, pour moi, c'est ça. C'est une seule boucle. Une seule boucle, pour moi, c'est un circuit série. S'il y a une boucle, 2 boucles, c'est forcément un circuit en dérivation. On dit qu'il y a une maille, 2 mailles. On parle de mailles. C'est pour ça qu'on parle de loi des mailles, parce qu'une maille, c'est une boucle. Un générateur, une lampe, une résistance, on appelle ça des dipôles. Dipôles, tout simplement parce que généralement on met des lettres. On met la lettre A et F, par exemple pour le générateur, B et E, C et D pour la résistance. Donc ça veut donc dire que tous ces composants, ils sont tous constitués de 2 bornes qui sont représentées par des lettres. On appelle ça donc des dipôles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, dans ce circuit, j'ai le point B et le point E qui sont particuliers. Pourquoi? Parce que le point B, il y a 3 fils
il y a 3 fils qui sont reliés en B. Il y a 3 fils qui sont reliés au point E. C'est comme si j'ai un croisement. Et le croisement, eh ben c'est ça qu'on va appeler le point de connexion entre au moins 3 dipôles. Vous voyez, il y a le générateur, la lampe et la résistance. Eh ben le croisement entre ces 3 fils, c'est ça qu'on va appeler un nœud. Donc un nœud, c'est une sorte de croisement où il y a plusieurs dipôles qui vont se croiser en ce point. Donc voilà déjà tout le vocabulaire pour les circuits électriques à connaître. Est-ce que c'est bon pour cette première partie? Ça, c'est vraiment le vocabulaire de base. Oui, ça va. Ça va? Alors maintenant, on va s'intéresser à 2 choses qu'il faut savoir, c'est le courant et la tension. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dessus? C'est que le courant, on va prendre ce petit circuit-là. Le courant, il est représenté par les petites flèches en rouge. Donc en fait, le courant, on le représente toujours par une flèche, mais la flèche doit être située sur les fils. Et en fait, la flèche indique le sens du courant. Et on sait que le courant, il part toujours de la borne plus du générateur, il parcourt le circuit et il revient toujours à la borne moins. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant, parce que c'est un sens qui a été choisi arbitrairement, tout simplement parce qu'on s'est dit que le courant, c'est quoi? Le courant, c'est un déplacement d'électrons. Moi, j'appelle ça, pour moi, le courant, c'est comme un flux d'électrons qui se déplace. Et ben, on sait que les électrons sont chargés Positivement. Ah, les électrons? Ah non, les électrons, ils sont plutôt chargés négativement. Et ben en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de sens conventionnel du courant? Et oui, donc les électrons, en fait, ils vont aller dans le sens contraire de celui du courant. Les électrons, ils sont côté moins, en fait. Donc les électrons, ils vont circuler comme ça, eux. Et le courant, il circule comme ça, lui. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sens conventionnel du courant? C'est tout simplement, ça a été choisi arbitrairement. On dit que le sens du courant, c'est le sens inverse de celui des électrons. C'est comme ça qu'on a choisi le sens du courant. Voilà. Le courant se mesure avec quel appareil? Ampère. Alors, un ampère-mètre qui est branché toujours en série. L'unité du courant, tu viens de me le dire, c'est les ampères. Et donc, dans un multimètre, vous vous rappelez comment est-ce qu'on branche ampère-mètre? Si le courant arrive comme ça, on a la borne milliampère en premier et la borne com en deuxième. Ça va pour le courant? Et donc, et quand on a une boucle, je termine par ça, quand on a une boucle, ou quand on a une maille, on vient de le voir tout à l'heure, le courant sera toujours le même. Ça sera le même ici, le même ici, le même ici, le même ici. Ce sera toujours le même courant dans une boucle. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur le courant. Ok? Alors maintenant, je parle de la deuxième partie, la tension. La tension, vous voyez, comment est-ce qu'on va représenter une tension? On va représenter une tension par une flèche. Et c'est la flèche bleue. La flèche bleue que vous avez ici. Alors normalement, il faudrait la représenter, il faudrait même faire la flèche aller de la lettre D à la lettre C. Donc une tension, ça se représente toujours à côté d'un dipôle, pas sur le dipôle, à côté. Alors maintenant, la flèche, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si la flèche est vers le haut, ici, vous voyez, donc comment va s'appeler la tension? UDC ou UCD? Qu'est-ce qu'on avait dit? UCD. UCD. On met toujours la première lettre. C'est la première lettre qui est côté flèche. Donc si la flèche est du côté du point C, on aura la tension UCD. Si j'avais mis la flèche du côté du point D, j'aurais eu la tension UDC. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre aussi? Qu'une tension qu'on mesure ici, ça se mesure avec un appareil. L'appareil s'appelle le voltmètre. Comme le courant arrive du côté du point C, donc la borne ici, ça sera la borne V, et la borne com lorsque le courant repart, on avait dit. Le voltmètre se branche en dérivation, très bien. La tension se mesure en quelle unité? En volts, très bien.
Et la dernière chose à savoir sur la tension, c'est quoi? C'est que là, on vous a représenté la tension aux bornes de la résistance. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce que cette tension, elle est bien représentée ou pas? Eh bien oui. Alors pourquoi oui? Parce que, on l'avait dit, parce que la résistance est un récepteur. Et quand on a dit qu'on avait un récepteur, pour que la tension soit juste, il faut que le sens du courant, vous voyez ce qu'il fait le courant? Il va de C vers D, il va vers le bas, et la tension, elle va vers le haut, elle est en sens contraire. Donc comme on a un récepteur, les deux flèches sont bien en sens contraire, donc la tension sera bien positive. Voilà. Et pour un générateur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment je pourrais la dessiner, la tension du générateur, moi? Dans le sens du courant. Ben voilà, si je dois la dessiner, ben je vais faire ça en fait. Je devrais faire comme ça. Dans le même sens, parce que j'ai un générateur. Quand on a un générateur, les deux tensions sont dans le même sens. Et donc cette tension, comment je pourrais l'appeler du coup? U. UAF. Très bien. La flèche du côté du point A, donc UAF. Voilà. Donc générateur, vous vous rappelez, les flèches dans le même sens, récepteur, les flèches en sens contraire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tension, intensité. Voilà, donc en gros, voilà, j'essaye de vraiment être synthétique. Je résume vraiment tout ce que vous devez savoir là-dessus. Voilà, donc la tension, intensité, voilà tout ce qu'il y a à savoir. Alors maintenant, les fameuses lois. En électricité, en seconde, il y a 3 lois à connaître. Loi des nœuds, loi des mailles, loi d'Ohm. Donc on va essayer de revoir ces 3 lois. Loi des nœuds, et ben pour parler de loi des nœuds, on a besoin de nœuds. Et pour avoir des nœuds, il faut forcément avoir un circuit en dérivation. Pour ça que là, vous avez bien vos 2 mailles. Et on a 2 nœuds. Le premier nœud, c'est le point A. Le deuxième nœud, c'est le point B. Alors cette loi des nœuds, elle fait intervenir les intensités. Donc on vous dit, on va l'énoncer ensemble, la loi des nœuds. Donc dans un circuit en dérivation, la somme des intensités des courants électriques qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants électriques qui en repartent. Donc ça, cette loi des nœuds, il faut bien la connaître. Voilà. Donc là, dans un circuit en dérivation, donc toutes les intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme de toutes les intensités qui en repartent. Donc si on doit appliquer ça à notre circuit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le circuit, voilà, on vous dit que vous avez dans ce circuit-là un courant qui arrive au point A. Donc ce courant, vous voyez, c'est le courant qui vient du générateur, de la borne plus, qui a une intensité I1. Pour l'instant, I1, je ne connais pas. Les courants qui en repartent, donc qui repartent du point A, dans les branches dérivées, donc la branche verte et la branche bleue, on vous dit sont 2 respectivement, I2 0,5 ampères. Vous voyez, donc ça veut dire que dans la lampe, il circule 0,5 ampères. Et dans la résistance, il circule 0,2 ampères. Donc d'après la loi des nœuds, à quoi sera égal I1? On additionne. Eh bien oui, on a 0,5 ici, on a 0,2 ici. 0,5 plus 0,2. Oui. Donc I1 égale 0,7. Et ben voilà. Donc ça veut dire que si je prends le point B, ce qui arrive au point B, c'est I2 et I3. I2 et I3, c'est 0,5 plus 0,2. Donc ça, c'est ma somme. Donc ça veut dire qu'en fait, il arrive 0,7 ampères au point B. Donc, il va repartir comme un ampère du point B, 0,7 aussi. Donc ça veut dire que le courant I1 vaut 0,7. Et pareil ici, si I1 vaut 0,7, et ben il va se diviser en 2. Ça fera 0,5 et 0,2. Donc on retrouve à chaque fois qu'on a un nœud, à chaque fois on retrouve la loi des nœuds. Vous voyez, donc elle a été établie en 1845, cette loi, par un Allemand qui s'appelle Kirchhoff. Et il s'est aperçu que qu'on soit au point A ou au point B, la loi des 2, elle marche, voilà, aussi bien que pour le point A que pour le point B, c'est exactement la même loi. Voilà ce qu'a établi Kirchhoff.
Donc voilà ce qu'il faut savoir sur la loi des nœuds. Donc on fera pas mal d'exercices après, un petit peu plus compliqué que ça, hein, pour bien appliquer la loi des nœuds. Voilà. Alors deuxième loi, la loi des mailles. Alors la loi des mailles, elle va faire intervenir, cette fois-ci non plus des intensités comme la loi des nœuds, mais elle va faire intervenir des tensions. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi des mailles? Elle dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Alors ça veut dire quoi, une maille orientée? C'est une maille dont on a fixé arbitrairement le sens de parcours. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez des petites flèches là qui sont représentées sur le dessin. Il y a une flèche qui fait comme ça en fait. Plutôt comme ça, plutôt. Et bien ça, par exemple, pour moi, ça veut dire que je décris la maille, moi j'avais appelé ça en TP, dans le sens anti-horaire. C'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si je prends le circuit comme ça, là, et bien pour moi, ça sera le sens horaire. Vous voyez, le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est celui-là. Et les deux petites flèches comme ça, là, ça veut dire que je suis dans le sens anti-horaire. Donc c'est pour ça qu'on va parler de maille orientée, parce que je vais choisir un sens. Et le sens que je vais choisir, ça va faire en sorte que ma maille, elle va aller dans un sens ou dans l'autre, donc elle est bien orientée. D'accord, pour la maille orientée, ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi des mailles? Elle nous dit que la somme des tensions est nulle. Donc ça veut dire qu'il faut que j'additionne des tensions. Et je sais que la somme de toutes ces tensions sera égale à 0 parce que, est-ce que c'est logique? Je pars d'un point. Mettons que je parte du point A. Et je vais décrire AB plus BE plus EF et plus FA. Et donc je reviens au point A. Donc je reviens à un point. Et on sait que la tension d'un point, c'est nul. Donc en fait, quand on fait la somme des tensions, si on revient au même point, on sait que la somme des tensions sera égale à 0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut bien retenir? Une fois qu'on a choisi un sens, alors on dit par exemple, on choisit ici le sens anti-horaire. Si je choisis ce sens-là, j'ai deux cas. J'ai le cas où la tension, sa flèche sera dans le même sens que le sens que j'ai choisi. Et là, je mettrai un plus. Ou alors, ma tension que j'ai dessinée, par exemple ici, là, la tension UG, vous êtes d'accord qu'elle est dans le sens contraire du sens que j'ai choisi. Donc là, je mettrai un signe moins parce que c'est le sens contraire. Alors on va voir si vous avez bien compris. Vous êtes d'accord que sur mon dessin là, il y a trois mailles. Oui. Il y a la maille ABEF. Vous voyez, ABE, enfin plutôt si on la lit dans l'autre sens, plutôt parce qu'on a choisi ce sens. On aura AFEBA. Donc ça c'est ma première maille. La deuxième, d'après mon sens de flèche, c'est la maille BEDCB. C'est ma deuxième maille. Et la troisième, d'après le sens qui est choisi ici, ça sera la maille ABCDEFA. Ça va pour tout le monde? Donc finalement là-dedans, dans ce circuit, j'ai 3 mailles. Alors pour chaque maille, on va essayer de faire la somme des tensions qui sont représentées sur le circuit. Alors on va commencer par la première maille, on a dit la maille AFEBA. Alors qu'est-ce qu'on a comme tension? Alors quelles sont les 3 tensions qu'on a? On a 3 tensions déjà. Tout le monde voit la maille là. Alors qu'est-ce qu'on a comme tension? UG plus U2 plus U1. Et tout ça, normalement, ça doit être égal à 0 parce qu'on a une maille. Mais alors attention, maintenant, il faut affecter un signe devant chacune des tensions. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? U2, est-ce qu'il est dans le même sens que le sens qu'on a choisi? Oui. Donc Oui, c'est positif. U1, pareil. Et UG, il faut mettre un moins. Il faut mettre un moins. Voilà. Donc ça fera ça en fait. Voilà la formule de la loi des mailles. Alors quand on a une formule comme ça, on sait que la somme fera 0.
Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait très bien écrire que, vu que UG est négatif, on peut le faire passer de l'autre côté. Si on le fait passer à droite, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que UG oui, égale. U1 plus U2. Et ben voilà. Ça veut dire que la tension du générateur, elle sera égale à la tension des deux autres dipôles du circuit. Voilà ce que ça veut dire pour la première maille. Alors maintenant pour la deuxième. Alors je vous écoute, qu'est-ce qu'on a comme tension dans la deuxième maille? On a U2, on a U4 et on a U3. Tout le monde est d'accord? C'est les trois tensions qu'on a dans la deuxième maille. La maille, on la lit dans quel sens? B, E, D, C, B. Donc on a dit qu'on faisait la somme des trois tensions, U2 plus U4 plus U3 égale à 0. Alors maintenant, il faut mettre des signes. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? U2, qu'est-ce que je dis? Moins. Moins parce que le sens il va vers le bas et U2 est vers le haut. Donc ça sera moins U2. U4 plus et U3 plus aussi. Et voilà, on a la formule qui est là. Et enfin, la troisième maille, donc on vous l'a appelée A, C, D, F, A. Donc c'est cette maille-là. Alors quelles sont les tensions qu'on a dans cette maille? Voilà, je vous la montre bien dans le bon sens. Alors on va avoir UG, oui, plus U1, plus U3, et tout ça doit être égal à 0. Maintenant, une fois qu'on a écrit ça, il faut penser au signe. Alors UG plus U1 moins U3 moins et U4 moins. Et on a bien cette formule-là. Donc en gros, cette formule, comment est-ce qu'on pourrait l'écrire aussi? On pourrait très bien mettre U1 plus U3 plus U4, on fait passer tout ça de l'autre côté, tous les moins deviennent plus. Et donc qu'est-ce qui me reste dans la troisième maille? Il me reste que la tension du générateur, UG, c'est égal à la tension de U1 plus U3 plus U4. C'est la tension des autres dipôles. Voilà. Parce qu'on sait que la tension... Oui. Pour la maille BE-DCB, oui. Vu que on a moins U2, si on passe de l'autre côté, ça veut dire que U2 est égal à U3 plus U4. Et ben voilà, la tension de la résistance ici, là, elle va se diviser au niveau de la tension de la DEL et de la tension de l'autre résistance, tout à fait. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on applique la loi des mailles. Et ensuite, pour mieux comprendre, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué ici, vous avez dans ce circuit 5, les tensions respectives aux bandes d'une résistance, d'une lampe et d'un fil. Voilà. Et donc on vous dit que UAB ça fait 3 volts, la résistance, UBC, donc aux bandes de la lampe c'est 2 volts, et UDC c'est 0 volts, puisqu'on sait que la tension d'un fil c'est nul. Et la tension générateur on l'appelle UAD. Donc si on applique la loi dans le sens horaire, donc dans ce sens-là, on a dit qu'on a bien UAD plus UAB plus UBC plus UCD égale à 0. Et alors maintenant, si on met des signes, comme tout à l'heure, UAD dans le même sens que le sens choisi, donc UAD positif, UAB c'est négatif, UBC c'est négatif. Par contre, on a dit qu'on avait la tension UDC. DC, vous voyez que là aussi, je suis dans le même sens que le sens de parcours, donc UDC est positif. Donc, UAD, donc c'est cette tension que je recherche, c'est la tension du générateur en fait que je recherche. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la tension du générateur, finalement, c'est quoi? C'est la tension des autres dipôles. Donc vu qu'il y a un fil, il n'y a pas de tension ici. Là, il y a la tension de la résistance qui vaut 3 volts. La tension de la lampe qui vaut 2 volts. Donc finalement, la tension du générateur, c'est 3 plus 2 qui fera 5 volts. Et comme ça, grâce au constituant, on peut retrouver la tension du générateur. Voilà, ça peut être une application. Donc voilà la loi des mailles.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, pareil, on verra la prochaine fois en exercice, hein, plein d'applications qu'on pourra utiliser dans la loi d'émail sur des circuits un petit peu plus compliqués que ceux-là. Voilà. Et donc, pour parler de la dernière loi qu'on appelle la loi d'Ohm, eh ben, je reviens sur ce qu'on avait dit sur la caractéristique d'un dipôle. Donc on vous l'a dit dans la vidéo tout à l'heure, la caractéristique, il y en a deux possibles. Moi, celle que je vous ai fait tracer la semaine dernière, ben, c'est celle-là. C'est U en ordonnée en fonction de I en abscisse. On appelle ça la caractéristique tension, parce qu'on met toujours l'ordonnée en premier. Caractéristique tension courant. Et donc là, le dipôle, en l'occurrence, ben, on voit bien qu'on peut tout de suite deviner que c'est une résistance qu'on va avoir ici. Donc ça représente bien l'évolution de la tension U, puisqu'on a U en ordonnée, en fonction de l'intensité I en abscisse. Et d'ailleurs, cette courbe en maths, vous l'appelleriez U égale F de I. Donc cette courbe-là, c'est ça qu'on va appeler la caractéristique de la résistance en l'occurrence. Mais c'est possible d'avoir, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est possible d'avoir des caractéristiques inverses, c'est-à-dire au lieu d'avoir U en ordonnée, on va mettre I ici, et au lieu d'avoir I en abscisse, on va mettre U. C'est possible d'avoir des caractéristiques. On vient de le voir avec la diode. La diode, on avait inversé les axes. Donc, bah, c'est possible aussi. Cette fois-ci, la caractéristique, ce ne sera plus une caractéristique tension-courant, ce sera une caractéristique courant-tension. Et là, en maths, vous l'appelleriez I. Alors au lieu de l'appeler F, on va l'appeler G. I égale G de U. C'est toujours une caractéristique, ça sera toujours une droite, sauf que vous avez inversé les deux axes. Voilà, c'est tout. Mais c'est aussi une caractéristique. Alors, ce qu'il y a à savoir en seconde, c'est bien connaître la caractéristique d'un dipôle ohmique. Un dipôle ohmique, pour moi, c'est une résistance. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ben, moi, je vous l'ai fait programmer la semaine dernière, c'est que cette caractéristique, on l'a bien vérifié avec le Python, que quand on a fait la modélisation de ces points, on s'est aperçu que tous ces points passaient par une même droite qui passait par 0. Donc, on avait appelé ça en maths une fonction linéaire. Et avec Python, on l'avait modélisé et on avait trouvé ce qu'on avait appelé le coefficient directeur avec la fonction line regress. Donc, on avait trouvé le coefficient directeur. Et ce coefficient directeur, on s'est aperçu de quoi? Et bien que ce coefficient directeur, il était positif d'ailleurs, on voit bien que la pente elle est positive, et que ce coefficient directeur, par exemple, si on prend l'exemple qui est là, on trouve 2,2 10 puissance 2, ça fait en gros 220. Et bien 220, on s'est aperçu que c'est égal à la résistance, la valeur de la résistance. Donc, on a bien U en fonction de I, le coefficient directeur c'est R, donc finalement on en déduit cette formule U égale R fois I, puisque R, c'est le coefficient directeur de la droite. Et donc ça, cette loi, c'est vraiment la troisième loi à connaître, qu'on va appeler la loi d'Ohm. Donc cette loi d'Ohm, il faut savoir l'utiliser dans tous les sens, je dirais. C'est-à-dire, comment dire, vous connaissez R, vous en déduisez I, vous pouvez trouver U. Ou si vous connaissez U, vous connaissez R, vous pouvez chercher I. Ou si vous connaissez U et I, vous pouvez en déduire R. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais montré dans le petit diaporama que je vous ai envoyé la semaine dernière. C'est toutes les utilisations qu'on peut faire à partir de la caractéristique. Vous vous rappelez, il y avait 3 utilisations qu'on pouvait faire. Et bien ces 3 utilisations, on les retrouve dans la loi d'Ohm. Donc du coup, pour mieux comprendre, la résistance qu'on vient de dire qui valait 220 ohms, c'est comme si c'est une résistance qui est parcourue par un courant de 0,030 ampères. Donc ça veut dire que vous connaissez R, 220, vous connaissez I, 0,03 ampères, donc d'après la formule, vous pouvez trouver l'inconnu. Alors, soit on peut la trouver ici, comme on avait fait la semaine dernière. Regardez, par exemple, on prend 0,03, c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière. Si on prend 0,03, je suis ici. Je me réfère à ma courbe, puisque je connais R, je peux en déduire la valeur de U. Vous voyez que ça sera aux environs de 6 ou 7 à peu près. Et si maintenant j'utilise directement la formule, sans utiliser la courbe, je connais R, je connais I, et bien je fais R fois I, 220 fois 0,030,
Et moi je trouve 6,6. Alors vous voyez que c'est quand même plus précis que de faire le graphique. Donc le graphique c'est une possibilité, mais c'est plus précis d'utiliser la formule, donc la loi d'Ohm. Donc voilà à quoi ça sert cette loi d'Ohm. Ça sert à mesurer soit une tension, soit une intensité, soit une résistance. Il y a 3 possibilités d'utilisation. Voilà. Et si vous aviez eu, ça je vous l'ai montré aussi aujourd'hui, si vous avez eu la caractéristique I égale G de U, et ben la formule ça aurait été en fait I égale U sur R. Vous voyez la formule? Le I vous l'isolez, le R passe à gauche, il devient divisé, et ça fait bien I égale U sur R. Et on a bien la caractéristique I égale G de U. Ça va, je vais pas trop vite? Non, ça va. Puis c'est sur la feuille, donc... Oui, voilà, mais c'est en fait, je suis en train de reprendre vraiment tout ce qu'on a vu depuis quelques séances là. Donc là, j'essaie de tout vous résumer. Et en fait, le dernier point, et puis je pense qu'on arrêtera là aujourd'hui, puisqu'on fera l'exercice la prochaine fois. Il nous reste à parler du point de fonctionnement, ce qu'on vient de voir. Donc, le point de fonctionnement, pour moi, c'est toujours la superposition de 2 caractéristiques. Alors, pour moi, c'est toujours la superposition de la caractéristique d'un générateur et la caractéristique d'un récepteur. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça a été ça. Ça a été toujours une pile d'un côté, une résistance de l'autre, ou une pile, une DEL. Vous voyez, c'était toujours la superposition de 2 courbes, de 2 caractéristiques. Alors, maintenant qu'on superpose ces 2 courbes, on a vu que selon si on changeait la valeur de R, selon si on changeait la valeur de la tension à vide, si on change la résistance interne, et à chaque fois, pour chaque dipôle, on va avoir qu'un seul point de fonctionnement. Une seule valeur de U, une seule valeur de I. Et ça, ces valeurs, elles dépendent de tous ces paramètres. Et donc, pour avoir la même intensité et la même tension dans les 2 dipôles, ces 2 conditions sont réalisées simultanément, du coup, à l'intersection des caractéristiques des 2 dipôles. Donc voilà. Voilà en gros ce qu'il y a à retenir sur ce cours en électricité. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Ça a l'air, oui. Super. Maintenant, il ne restera plus qu'à appliquer tout ça. Donc, je ne vais pas commencer l'exercice aujourd'hui. On les commencera du coup en demi-groupe vendredi. Et du coup, on va commencer ça et puis on les continuera après la semaine d'après. Alors la semaine d'après, je crois que je vais avoir pas mal de conseils de classe, donc je vous redirai parce que je pense que déjà le vendredi après-midi prochain, j'ai le conseil de classe des premières, donc il n'y aura pas de cours, c'est sûr. Et pour vendredi qui arrive ? Non, pas celui qui arrive, le vendredi d'après. Le vendredi d'après, il n'y aura sûrement pas cours puisque j'aurai le conseil de classe des premières. Pour l'euro. Et après, pour le mercredi prochain, je sais pas trop, donc ça je vous redirai aussi, je vous redirai vendredi. Mais je pense que la semaine prochaine, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cours de physique. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, le prochain c'est vendredi, donc vendredi je vous dirai si pour mercredi ça sera bon ou pas. Voilà. Okay. C'est bon pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est, je vous ai mis tous les liens sur Discord. Alors ce que je vais faire aussi, c'est pour ceux qui veulent, comme ça je force personne, je vous mettrai la feuille de TD, sur Discord, et comme ça s'il y en a qui veulent commencer à aller faire les exercices pour s'entraîner, vous pouvez. Moi je vous force pas, donc c'est ceux qui voudront. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Super. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, aussi. Merci. Et puis je vous dis à vendredi alors. D'accord. À vendredi, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir.